keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking into your... Bonjour YouTube. Qu'est-ce que l'exposition? Qu'est-ce que la luminosité? Et le contraste alors? C'est quoi? On voit donc que l'exposition ne concerne que la prise de vue en numérique. C'est-à-dire que le seul élément qui soit sensible à la lumière en numérique, c'est le capteur. Il n'y a pas d'autre élément qui soit sensible à la lumière. Donc l'exposition se fait exclusivement et uniquement à la prise de vue. Et le curseur exposition que vous trouvez dans Lightroom est en fait un curseur de luminosité. Il n'agit pas sur l'exposition puisque dans un logiciel, il n'y a absolument aucun élément qui soit photosensible, qui soit sensible à la lumière. Donc, voyez ce curseur exposition plutôt comme un curseur de luminosité. N'oubliez pas, l'exposition en numérique, c'est uniquement à la prise de vue. Et une fois que la prise de vue est faite, il est impossible de revenir en arrière. Rappelez-vous, sur cette chaîne, lorsque nous parlons de mesures, nous parlons exclusivement de mesures incidentes. La notion d'exposition, notamment, est vue sous l'angle exclusif de la mesure incidente. Nous ne parlons pas de mesures réfléchies sur cette chaîne. En mesure incidente, la mesure est faite sur la source, c'est-à-dire qu'on mesure la quantité de lumière qui arrive sur le sujet en provenance de la source. Alors qu'en mesure réfléchie, l'automatisme de l'appareil mesure sur le sujet lui-même. Il est évident que dans ces deux cas de figure, le résultat ne peut pas être le même. Il en va de même de l'optimisation. L'optimisation ne peut se faire qu'en mesure incidente parce que la mesure incidente est une mesure invariable. Elle ne tient pas compte du contexte et notamment elle ne tient pas compte du sujet. C'est juste la quantité de lumière qui arrive et cette quantité de lumière est invariable. C'est-à-dire que tant que la lumière ne change pas, la mesure ne change pas. En optimisant, on ajoute 1,33 IL à la mesure donnée par le posemètre. Et donc, on fait un ajout de 1,33 IL à une mesure invariable. De ce fait, l'optimisation elle-même devient invariable, puisqu'elle se cale sur une mesure invariable. Par conséquent, tant que la lumière ne change pas, les réglages du boîtier ne changent pas. La mesure interne du boîtier, elle, est variable, puisqu'elle dépend de la réflectance du sujet. Si le sujet change un tant soit peu de réflectance, que ce soit le modèle que vous êtes en train de photographier ou le décor qui présente un changement pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, la mesure interne va changer, alors que la lumière, elle, n'a pas changé. Il y aura donc autant de mesures différentes qu'il y aura de changements de réflectance. En fait, dans le cas d'un automatisme du boîtier, les réglages changent à chaque vue. Alors qu'avec une mesure au posemètre, il n'y a pas de changement. On peut très bien faire tout un shooting avec un seul réglage si la lumière ne change pas pendant ce shooting. Si on ajoutait ces 1,33 IL à un automatisme, donc un réglage variable, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il y aurait trop de risques d'écrêtage. Car du fait de l'automatisme, on ne sait pas où se trouve la mesure. On ne sait pas à quel point elle est proche ou éloignée de la zone réelle d'écrêtage sur exposition avec destruction des hautes lumières. En revanche, une mesure faite en incidente vous donne une certitude absolue quant à la position de l'écrêtage. Et donc vous êtes absolument certain de ne jamais cramer vos hautes lumières et puis vous êtes également absolument certain de ne jamais sous-exposer. Lorsqu'on parle d'exposition, on parle d'exposition à la lumière. Ça veut dire que l'exposition sous-entend forcément qu'il y ait présence de lumière et qu'on ait quelque chose de photosensible, c'est-à-dire qu'il soit sensible à la lumière, qui récupère les informations envoyées par cette lumière. En argentique, on va utiliser l'exposition à deux moments, en tout cas lorsqu'on utilise de l'argentique à négatif. La première phase, c'est le moment où vous faites votre photographie avec votre boîtier, vous exposez votre négatif à la lumière. Ensuite, deuxième phase d'exposition en argentique à négatif, c'est le moment où vous faites votre tirage. C'est-à-dire que vous allez transformer une image négative en image positive en projetant l'image négative sur du papier photo, du papier tirage, ce papier étant lui-même photosensible.
Donc, vous avez deux phases d'exposition et donc deux phases sur lesquelles vous pouvez agir sur l'exposition. En numérique, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. C'est plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule phase d'exposition et plus compliqué parce qu'on ne peut pas se récupérer si on s'est raté à la première étape. Donc, le moment où l'exposition se produit en numérique, c'est au moment de la prise de vue et au moment où le capteur reçoit la quantité de lumière nécessaire pour exposer l'image. En argentique, pour simplifier, on utilise les propriétés physico-chimiques du film pour pouvoir l'exposer à la lumière. Le film contient des éléments chimiques qui, une fois exposés à la lumière, vont se comporter d'une certaine manière et permettent d'obtenir une image. Après avoir été exposé, notre film contient une image latente, c'est-à-dire une image potentielle si vous préférez, une image que l'on révélera ensuite par le développement. En numérique, l'exposition est également analogique. Pourquoi ? C'est le capteur qui reçoit l'exposition, qui reçoit une quantité X de lumière. Or, ce capteur n'est pas numérique, c'est un objet analogique qui va produire du courant. Alors qu'en argentique, ce sont des éléments chimiques qui vont attraper la lumière, en quelque sorte. En numérique, c'est un élément photosensible qui va attraper la lumière et qui va la convertir en courant électrique. Donc en photo argentique, c'est de la chimie. En photo numérique, c'est de l'électricité. En argentique, pour convertir l'image latente en image définitive, on va utiliser de la chimie. En numérique, pour convertir les signaux électriques reçus par le capteur, on va faire ce qu'on appelle une conversion analogique numérique, qui est un procédé qui permet de transformer des courants électriques en données informatiques. Donc c'est ça l'exposition. L'exposition, c'est juste le fait de donner à la partie photosensible suffisamment de lumière pour qu'elle nous restitue une image correcte. C'est aussi simple que ça. On voit donc que l'exposition ne concerne que la prise de vue en numérique. C'est-à-dire que le seul élément qui soit sensible à la lumière en numérique, c'est le capteur. Il n'y a pas d'autre élément qui soit sensible à la lumière. Donc l'exposition se fait exclusivement et uniquement à la prise de vue. Et le curseur exposition que vous trouvez dans Lightroom est en fait un curseur de luminosité. Il n'agit pas sur l'exposition puisque dans un logiciel, il n'y a absolument aucun élément qui soit photosensible, qui soit sensible à la lumière. Donc, voyez ce curseur exposition plutôt comme un curseur de luminosité. N'oubliez pas, l'exposition en numérique, c'est uniquement à la prise de vue. Et une fois que la prise de vue est faite, il est impossible de revenir en arrière. Et le curseur exposition de Lightroom, qui en fait est un curseur luminosité, ne pourra rien y faire. Il va éclaircir votre photo, certes, mais il va l'éclaircir avec le contenu du fichier que vous lui donnez. Si votre fichier a été appauvri par une sous-exposition à la prise de vue, vous aurez un éclaircissement qui sera fait par le curseur exposition de Lightroom, mais qui va engendrer des problèmes dus à un fichier pauvre sous-exposé. Qu'est-ce que la luminosité ? La luminosité, c'est simplement à quel point votre photographie est claire ou sombre lorsque vous la voyez à l'écran, par exemple. Une fois que votre photo a été correctement exposée à la prise de vue, vous pouvez toujours agir a posteriori sur la luminosité de l'image. Le curseur exposition est l'un des curseurs qui va vous permettre d'agir sur la luminosité. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un curseur de luminosité. Et il va se servir de ce qui se trouve dans le fichier pour éclaircir ou assombrir l'image, selon comment vous le réglez, bien évidemment. Mais si votre fichier a été mal exposé et qu'il a été appauvri, le curseur exposition laissera de vous éclaircir votre image du mieux qu'il pourra, mais avec les données que vous lui avez données. Donc, vous allez exposer votre photo le mieux possible en la mesurant au posemètre et en optimisant à 1,33 IL en plus. Et donc là, vous allez ramener votre luminosité de haute lumière à la limite de l'écrêtage en faisant comme ça. Vous ne serez pas dans l'écrêtage, vous allez être à la limite. Ensuite, vous chargez votre fichier ainsi correctement exposé et optimisé dans Lightroom par exemple, et là vous allez pouvoir à nouveau agir sur la luminosité de l'image avec le curseur exposition. Soit vous allez rajouter de la luminosité et vous pouvez aller tranquillement jusqu'à plus 3 IL de luminosité, et là vous allez commencer à vraiment arriver aux limites de l'écrêtage.
Et vous pouvez également assombrir votre fichier. Si vous voulez faire par exemple un Loki et que vous avez photographié votre sujet en optimisant de manière à obtenir un fichier extrêmement riche, vous pouvez ensuite au développement assombrir ce fichier, le rendre plus sombre que ce que vous voyez lorsque vous chargez la photo dans Lightroom. Et cette opération d'assombrissement sera d'autant plus efficace si vous avez optimisé votre fichier, puisque comme on l'a vu, le fait d'optimiser enrichit les hautes lumières, certes, mais enrichit également les basses lumières. Ça veut dire donc que si vous voulez agir en luminosité sur vos basses lumières, votre fichier optimisé sera plus efficace pour faire ça. Je vous ai dit que vous pouviez rajouter jusqu'à 3 IL sur un fichier déjà optimisé en luminosité, mais il faut savoir qu'à plus 3 IL, vous perdez complètement du modelé, hein. Vous perdez la sensation de volume dans votre image. D'une manière générale, comptez plutôt un éclaircissement de 1 IL. Et qu'est-ce que le contraste ? Le contraste, c'est juste l'écart entre les hautes et les basses lumières dans la scène que vous photographiez. Et c'est totalement indépendant et de l'exposition et de la luminosité. Vous pouvez avoir une image très claire et très fortement contrastée, ou très clair et très peu contrasté, c'est-à-dire avec un très faible écart entre les très hautes lumières de la scène et les basses lumières de la scène. De la même manière, vous pouvez avoir une image sombre, donc à faible luminosité, avec un fort contraste, ça veut dire avec des ombres très marquées et des valeurs claires très marquées elles aussi, et vous pouvez avoir donc une image sombre avec un très faible contraste, c'est-à-dire avec très peu d'écart entre les hautes et les basses lumières de la scène elle-même déjà sombre. Ne confondez pas luminosité et contraste. D'ailleurs, dans la plupart des logiciels, vous avez les deux curseurs. Vous avez un curseur pour la luminosité. Dans Lightroom, ce curseur a été remplacé par le curseur exposition, hein, mais ça revient au même. Et vous avez un curseur pour le contraste qui, lui, va opérer vraiment sur cet écart entre basse et haute lumière. Le curseur de contraste va avoir un effet double. Il va pousser les hautes lumières vers les valeurs claires et il va densifier les valeurs sombres vers les valeurs sombres. Nous allons donc voir comment on utilise ces 3 éléments en photographie. Le livre Les secrets de la photo de studio parle de ces 3 notions. Vous trouverez la notion de différence entre luminosité et contraste qui est expliquée de manière assez exhaustive dans le livre, et vous trouverez page 43 la notion de contraste. Ce ne sont pas les seules pages dans lesquelles on en parle évidemment, puisque en fait on en parle sans arrêt. C'est une notion fondamentale en photographie. Si vous voulez avoir toujours ces notions à portée de la main dans un manuel, vous pouvez acheter ce livre Les secrets de la photo de studio et vous trouverez sous cette vidéo un lien qui vous expliquera comment vous procurer ce livre. Comment utiliser l'exposition pour parvenir à vos fins, pour parvenir à une photo réussie? La première des étapes, c'est de mesurer au flashmètre ou au posemètre selon la situation. Flashmètre si vous utilisez un flash, posemètre si vous utilisez la lumière naturelle ou la lumière continue, ou les deux, flashmètre et posemètre, si vous êtes en lumière mixte. Vous commencez donc par mesurer la lumière en mesure incidente, puis vous n'oubliez pas d'appliquer l'optimisation numérique. Ça va vous donner un fichier entièrement riche, exposé à la limite de l'écrêtage, mais sans écrêtage, bien sûr, et vous pourrez ensuite, dans les étapes suivantes, exploiter la richesse de ce fichier, mais rappelez-vous, la richesse ne s'opère que à la prise de vue. C'est donc fondamental de ne pas se rater à la prise de vue. Et c'est pour ça qu'il est très très important de mesurer et en mesure incidente au posemètre ou au flashmètre et d'optimiser pour le numérique. L'enrichissement du fichier se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça va enrichir les hautes lumières, mais ça va également enrichir les basses lumières. Donc ça veut dire que si par la suite vous avez besoin par exemple de faire un léger débouchage des valeurs sombres, vous pourrez le faire sur un fichier enrichi. Ça va par exemple vous éviter l'usage d'un réflecteur. Parce que si plutôt que de mettre un réflecteur pour réduire le contraste, parce qu'en fait c'est ce que vous faites lorsque vous mettez un réflecteur pour rééclairer une partie sombre, vous tentez de réduire le contraste. Si vous pouvez faire ça simplement avec votre curseur ombre et votre curseur noir dans Lightroom, et ce, de manière modérée, j'insiste, vous n'avez pas besoin de tirer comme un malade sur les curseurs. Pourquoi aller s'encombrer avec un réflecteur qui présente en plus d'autres inconvénients à l'usage? Voilà, donc faites bien ces 2 étapes. Mesure en lumière incidente au posemètre ou au flashmètre
et optimisation. Vous constatez qu'au moment de l'exposition et de l'optimisation, il n'y a pas de facteur artistique. C'est une phase purement technique en fait. L'essentiel, c'est que votre fichier soit bien rempli, c'est-à-dire que ça soit mesuré correctement et optimisé. On ne se préoccupe pas à ce stade de la luminosité finale de l'image. Donc, vous avez exposé correctement votre fichier et vous l'avez optimisé. Vous le chargez maintenant dans Lightroom et c'est maintenant qu'on va ajouter de la luminosité ou en enlever, ou en tout cas, on va agir sur l'aspect artistique de la photographie. On lit parfois des gens qui disent oui, c'est sous-ex, mais c'était voulu. Une sous-exposition ne peut pas être voulue parce que si vous sous-exposez, vous détruisez votre fichier. Par contre, ce que la personne veut dire, c'est que l'image est sombre, elle l'a assombrie, et c'est ça qu'elle voulait comme résultat. Mais ce résultat, on l'obtiendra uniquement au moment du développement numérique, pas à la prise de vue. Ne sous-exposez pas à la prise de vue, car en faisant ça, vous appauvrissez votre fichier numérique. Mais par contre, vous pouvez assombrir votre image au développement, dans Lightroom, avec le curseur dit exposition, qui ne va pas toucher à votre exposition, mais qui va pouvoir toucher à la luminosité de votre image. D'ailleurs, ce n'est pas le seul curseur qui sert à ça, mais c'est le curseur sur les valeurs moyennes, et c'est celui qui a un effet le plus spectaculaire, le plus marqué sur la luminosité. C'est donc de celui-là dont on se sert pour faire varier la luminosité. Il devrait s'appeler luminosité. Voici une image qui a été mesurée au posemètre et optimisée à plus 1,33 IL. Donc l'image est claire, hein. C'est un modèle à peau mat clair sur un fond blanc. Et on peut dire en gros que c'est un high key, hein, puisque la très grande majorité des tonalités de l'image sont dans les valeurs claires. Si vous regardez la copie d'écran qui est faite dans Lightroom, vous voyez que il s'agit bien de tous les curseurs à 0. Donc, c'est bien l'image telle qu'elle est ouverte par Lightroom. Il n'y a pas ici de développement autre que simplement mettre tous les curseurs à 0. Ensuite, voici l'image développée. Développée toujours pour un high key, donc elle a été éclaircie. Et vous voyez que en regardant le screenshot de Lightroom, elle a été éclaircie à plus 0,92, en gros à plus 1 IL. Comme je vous le disais précédemment. Et là, on a du modelé, on a une image qui est claire, c'est un high key. On pourrait l'éclaircir davantage, mais moi, je pense qu'ici, c'est le bon équilibre entre éclaircissement et modelé. Le modelé, c'est le fait de garder le rendu des volumes dans l'image. Ici, voici la même image qui a été développée en éclaircissant davantage. Je l'ai poussé exprès pour vous montrer ce qui se passe quand on rajoute 1,80 IL avec le curseur exposition. 1,80 c'est quasiment 2 IL. Mais on voit qu'on a une perte de modelé sur le visage. C'est pour ça que, initialement, je n'ai pas choisi d'éclaircir autant. Si vous regardez les formes du visage sur la version précédente, c'est-à-dire sur la version éclaircie à quasiment 1 IL, vous voyez que, et notamment sur le visage, on a un meilleur rendu des volumes du visage et de l'ossature du visage. Le dernier screenshot, c'est pour vous montrer qu'on peut aller trop loin. C'est-à-dire que là, il y a eu un éclaircissement à plus 3,22 IL. De toute évidence, c'est trop. Si vous éclaircissez à 3 IL par exemple, votre image ne sera pas cramée. Mais elle sera illisible parce que vous aurez trop éclairci et donc vous perdez tout le modelé de l'image. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée de comment régler votre curseur exposition une fois que vous êtes dans le logiciel. Et on voit donc que une image qui a été optimisée n'est pas trop claire. Hein, rappelez-vous, je vous remets la photo initiale. Vous voyez que ce n'est pas trop clair. C'est simplement clair et il y a encore de la marge puisque on peut arriver à cette image-là qui, elle, est une image high key, éclaircie de environ 1 IL et qui nous donne l'image finale telle que j'ai décidé de la développer. Comment régler le contraste? Là, maintenant, je vais vous expliquer comment je fais. C'est cette manière de procéder qui explique que j'obtienne une certaine douceur, notamment sur les valeurs claires. Je n'utilise pas le curseur de contraste. Ça ne veut pas dire que je ne l'utilise jamais, mais à 98% du temps, je ne touche pas au curseur de contraste. Donc vous voyez sur cette copie d'écran que sur cette photo, le contraste est à 0. Pourquoi ne pas utiliser le curseur de contraste? Parce que ce curseur agit comme une courbe en S, c'est-à-dire qu'il va éclaircir les valeurs claires et il va assombrir les valeurs sombres. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on attend
d'un curseur de contraste. Mais moi personnellement, je préfère pas laisser la main à ce curseur sur les valeurs claires, parce que je trouve que c'est trop agressif et trop caricatural. Donc comment faire sans utiliser le curseur de contraste pour obtenir du contraste sur l'image? Tout simplement avec les curseurs que vous voyez en dessous, qui sont les curseurs ombre et noir. Vous voyez que les ombres et les noirs ont été baissés pour aller vers les valeurs sombres, donc pour les assombrir. Donc les ombres ont été assombries et les noirs ont été assombris. En revanche, vous voyez que les curseurs qui s'appellent haute lumière et blanc n'ont pas été touchés. Donc en procédant comme ça, vous avez l'énorme avantage de pouvoir agir comme le fait le curseur de contraste sur les valeurs sombres, mais à l'inverse du curseur de contraste, vous ne touchez pas aux valeurs claires. Donc vous êtes capable de contraster votre image sans avoir à toucher aux valeurs claires. Lightroom s'occupe très bien des valeurs claires par défaut, donc dans la très grande majorité des cas, je n'y touche pas. Et c'est ce qui me permet d'obtenir à la fois des noirs profonds dans les valeurs sombres, des noirs plus ou moins profondes, plus ou moins marqués, des ombres plus ou moins denses, mais avec des valeurs claires qui restent très pures et qui ne sont jamais agressives. Donc je pense qu'à ce stade, vous avez bien compris la différence entre l'exposition qui se fait uniquement à la prise de vue, la luminosité qui est à la fois un facteur technique, ça nous permet d'obtenir le résultat qu'on veut d'un point de vue purement technique, mais également qui est un facteur artistique, puisque la luminosité en elle-même est un facteur artistique. On peut décider de faire un high-key clair mais pas trop clair, un low-key sombre mais pas trop sombre. Donc en fait, on peut décider comme on veut, grâce à la luminosité, d'interpréter notre photographie. Le contraste également est un facteur artistique. Le contraste ne va pas inventer un contraste qui n'a pas été établi à la prise de vue, mais il va permettre d'amplifier ou de diminuer un contraste qui aurait été établi à la prise de vue. Donc le curseur contraste ne fait pas de miracle. Si vous allez totalement à l'encontre du contraste que vous avez établi à la prise de vue et que vous essayez d'utiliser les curseurs pour contrer ce contraste que vous avez à la prise de vue, alors d'abord, d'une part, c'est pas très logique, mais ensuite, surtout, ça va se voir. C'est-à-dire que ça va donner un résultat qui ne sera pas naturel. Nous allons donc maintenant regarder quelques images qui illustrent l'usage de ces trois facteurs: exposition, luminosité et contraste. Nous allons maintenant observer et détailler 4 photos qui ont été réalisées à Saint-Tropez sur cette grande esplanade en bord de mer, et ça a été fait sous soleil changeant. C'est-à-dire que le ciel était partiellement couvert, comme vous pouvez le voir en arrière-plan du modèle. Et donc comme le ciel était nuageux, pommelé, il y avait une alternance entre le soleil direct et le soleil partiellement voilé par les nuages passants. L'ouverture pour toutes les photos est f4. Si je le refaisais aujourd'hui, je le ferais plutôt à f8 pour avoir un sujet qui est plus intégré dans le décor, tout en étant parfaitement détaché, puisque l'optique est une optique de très grande qualité et qu'elle détache le sujet, quelle que soit l'ouverture utilisée. Je suis moi-même assis devant elle et j'ai mon posemètre qui se trouve devant moi afin de pouvoir faire les mesures en cas de changement de luminosité dû à l'apparition des nuages. Je vais donc faire varier le temps de pose en fonction de ce que me dira mon posemètre. Je suis donc réglé en priorité ouverture. F4 sur le boîtier, donc je mesure à f6.3, qui est donc la mesure optimisée à plus 1,33 IL pour f4. Sur cette première image, on voit une ombre portée très nette, ça veut donc dire que le soleil est directement en train d'éclairer le sujet. On voit aussi qu'on est plutôt aux golden hours, puisque l'ombre est très longue sur le sol, et donc ça veut dire que le soleil est bas sur l'horizon. Nous avons une deuxième image ici qui a été réalisée dans les mêmes conditions lumineuses. Le modèle est en mouvement, simplement en train de danser. Il y a une légère brise qui met également du mouvement dans le vêtement. Ici, la lumière a changé. J'ai donc changé le temps de pose pour compenser l'assombrissement provoqué par l'arrivée des nuages. Mais vous avez ici exactement la même image qu'avant, si ce n'est que la lumière est légèrement différente, puisque on a un voile qui est opéré par le nuage, qui va donc changer la température de couleur, la quantité de lumière et le contraste général, puisque l'ombre portée n'est plus visible, ou en tout cas plus visible de la même manière, et le contraste général dans le paysage est plus faible. On a un plus faible contraste. Au moment du développement, si on veut avoir un ensemble cohérent,
il faudra modifier légèrement la température de couleur, il faudra modifier la luminosité si nécessaire pour unifier les luminosités de toutes ces images. Et puis on va également modifier le contraste pour que les 3 images aient un contraste similaire mais cohérent. Il ne faut pas trop contraster une image qui a été décontrastée par la présence des nuages. Il faut que ça soit cohérent, simplement. Sur cette dernière image, le ciel est un petit peu plus voilé que sur la précédente. On voit que l'ombre portée au sol est visible, mais très douce, et le contraste est encore adouci. Donc, j'ai effectué les changements nécessaires pour obtenir une cohérence sur les 4 images. Donc, vous voyez comment on peut agir sur l'exposition, donc là, en changeant le temps de pause, sur la luminosité, pour égaliser les luminosités de ces 4 images au cas où elles seraient légèrement différentes. Mais ça vous montre que même avec une mesure au posemètre, on peut travailler en lumière changeante et obtenir des résultats professionnels. Et enfin, on fait varier le contraste pour pouvoir l'adapter à la nouvelle lumière sans être caricatural. C'est-à-dire que si le contraste a baissé dans la lumière, n'exagérez pas vos réglages car vous allez obtenir un résultat qui sera étrange, qui ne sera pas forcément esthétique. On voit bien que les images faites au soleil ont plus de contraste, ce qui est tout à fait normal, que les images faites en ciel voilé. Mais il y a quand même une cohérence entre ces 4 images. Voilà pour cette petite démonstration qui vous montre comment utiliser ces 3 facteurs majeurs. Donc, je pense que vous avez maintenant compris la différence entre exposition et luminosité, ça c'est les 2 plus importants, et puis le contraste. S'il y a des thématiques de ce genre que vous aimeriez que je clarifie dans le cadre d'une vidéo comme celle-ci, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous dire déjà si c'est faisable, et puis recueillir vos suggestions sur ce point. Voilà, je pense que ça pourrait apporter à tout le monde. Je vous mets sous la vidéo un lien qui va vous permettre d'accéder à une vidéo gratuite qui va vous donner des informations très importantes concernant la direction du modèle. Il vous suffit de cliquer sur le lien et de vous laisser guider. Je vous mets également le lien vers un tutoriel qui va vous décrire en détail les étapes que nous avons parcourues un peu plus haut dans la vidéo concernant le réglage de luminosité d'une image dans le cadre d'un Aiki. Je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà, donc vous connaissez la routine. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous sert à quelque chose, mettez-lui un j'aime. Je vous conseille également de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez prévenu de l'arrivée de nouvelles vidéos. C'est la fin de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, restez frais.